Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 23 décembre 2020, il est 20h06 et nous allons écouter notre ami Aviram, comme toutes les semaines. Merci Joël. Avec plaisir. Et... Voilà. Vous avez l'écran et vous m'entendez bien? Oui, super. Super. Bonjour tout le monde, ou bonsoir plutôt, à cette émission du 23 décembre qui va multiplier les informations qu'on a reçues au dernier Knowledge Seeker Workshop 359, jeudi passé. J'ai donné le titre « Le temps de punition est terminé pour toujours ». Yippee! Et j'aime beaucoup ça, évidemment, parce que aussi j'ai été éduqué dans la tradition conventionnelle allemande après-guerre. Et on dit après-guerre, mais je crois que c'était un peu adouci si je crois ce que mon papa me racontait de son papa. Donc, la violence a un peu diminué, avait un peu diminué, mais le schéma est resté pareil. Et j'ai attendu comme quelques minutes, on peut dire, pour arriver à maintenant où, dans le dernier Knowledge Seeker Workshop, c'est devenu évident pour moi que le temps de la punition est terminé. On va pourtant commencer avec les bonnes nouvelles. Monsieur Kesh a montré cette image-là. C'est deux réacteurs qui étaient faits, je crois, il y a 12 ans en Iran, des réacteurs pour faire des vaisseaux spatiaux. Et avec ces deux réacteurs-là, la Fondation fait encore des recherches avec. Et ces deux réacteurs, avec les deux réacteurs, ils ont réussi à diminuer le poids de 10,6 kg à 8,1 kg. Ça donne 24% moins lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la physique orthodoxe, il y a une différence entre masse et poids. La masse, elle est déterminée, elle est partout pareille. Et le poids, il n'est pas partout pareil parce qu'il dépend de l'inertie, c'est-à-dire il dépend de l'endroit dans lequel on se trouve pour mesurer le poids. Donc, si le poids, ici sur la planète Terre, il est beaucoup composé de la force gravitationnelle qui attire les objets vers la surface et le centre de la Terre. Donc, si on arrive avec des champs plasmiques de diminuer le poids, ça veut dire qu'on contrecarre un peu la gravitation et ça nous fait penser à la lévitation. Donc, c'est une force qui est générée qui soit diminue la gravitation, soit agit contre une force contre, en termes de direction contre la gravitation, et ça serait la lévitation. Et ça, c'est évidemment très bon résultat pour les adeptes de voyage spatial avec des vaisseaux en métal, j'imagine. Parce qu'avec l'âme, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, on va quand même suivre ça avec intérêt, comment ça se développe sur le plan matériel. Ensuite, m'est venue l'idée avec les inputs, les informations de One Nation, One World que j'écoute aussi chaque semaine. Qu'est-ce que ça veut dire élévation de l'âme? Et là, j'ai trouvé quelques sources. L'élévation de l'âme, ça peut être
déjà dans les religions conventionnelles orthodoxes, c'est la prière, mais c'est une prière qui est bien faite. Ce n'est pas une prière plainte ou une prière qui demande je veux, donne. Mais c'est une prière qui, premièrement, exprime notre gratitude d'être dans ce corps-là, dans cet espace-temps-là, et avec toutes les possibilités qui s'ouvrent actuellement devant nous. Donc, j'ai découvert quelques différentes approches à l'élévation de l'âme. Tout d'abord, ce que j'ai personnellement compris, je ne sais pas, je ne prétends pas que c'est la vérité infuse. Monsieur Kesh, il parle de l'âme de l'homme, il parle de l'âme de la forme physique. Donc, si on parle d'élévation d'âme, je ne peux pas comprendre que ça s'applique à l'âme de l'homme parce qu'elle est identique avec l'âme du Créateur, donc elle n'a jamais besoin d'être élevée. Tandis que l'âme de la forme physique, notre mental, a beaucoup besoin d'être élevé pour se rapprocher au niveau où vit depuis tous les jours notre âme. Donc, pour ce faire-là, il y a des préparatifs qu'on peut faire. Ça, c'est enseigné par toutes les écoles spirituelles qui existent, c'est la méditation. La méditation, c'est souvent juste une préparation parce qu'avec la méditation, on n'a pas cette idée d'intervenir dans la structure de la réalité pour la changer. Ça, c'est donc dans les méditations dynamiques de Osho, par exemple, lui, il vient de l'Inde, mais il a fait beaucoup ses méditations pour les Westerners, pour les Occidentaux, parce qu'eux avaient, contrairement à les gens de l'Inde ou du reste de l'Asie, la misère à être assis tranquille pour méditer. Donc, il y avait trop de brouhaha dans la tête et autour de la tête. Donc, pour être capable de méditer, d'être assis tranquillement, ça a pris une gamme de méditation destinée à éjecter toutes ces turbulences pour être capable de créer la place pour la tranquillité, la sérénité et le silence. Ça, c'est les méditations dynamiques de Osho. Les danses sacrées de Gurdjieff, c'est des danses qui sont hyper complexes, qui ne suivent pas du tout les mouvements qu'on fait d'habitude et comment on les fait d'habitude. Donc, ça demande une expansion énorme de la conscience pour être capable de le faire. Ils ne sont même pas faits tout seuls. Ça serait déjà assez de boulot. Non, ils ont en plus fait en formation où les danseurs font des mouvements asynchronisés les uns par rapport aux autres. Donc, c'est hyper complexe et avec le mental rationnel, on ne peut tout simplement pas le faire. Quand j'ai pris des cours, il y a des moments dans ces cours-là où c'est tellement demandant que tu as envie de juste jeter tout et pleurer parce que tu n'es pas capable de le faire. Alors, ça prend tout un autre entraînement qui est plus proposé par Grigory Grabovoy et par la Fondation Kesh. La façon la plus, comme je dirais, les deux écoles-là, ils ont clairement le propos d'intervenir avec l'élévation de l'âme, d'accueillir ou atteindre un niveau de conscience duquel on va être capable d'influer sur la réalité, la perception du monde actuel. C'est-à-dire, c'est, je dirais, la façon, en fait la seule façon vraiment sérieuse de changer le monde.
par rapport à Grigory Grabovoy et les élèves ou comment on appelle ça, disciples, je ne sais jamais comment appeler, nous appeler. Knowledge Seeker, c'est bon. Peut-être on va prendre Knowledge Seeker, chercheur de connaissances pour les deux. Donc, ça, pour Grabovoi, ça reste plutôt dans un setup d'école, d'apprendre ensemble, avec aussi des événements collectifs comme les concentrations collectives qu'on va apprendre. De ça, on va apprendre aujourd'hui à la fin de notre présentation. Les concentrations collectives qui rassemblent beaucoup aux souhaits qui sont, par exemple, faits par la Fondation Keshe ou le Conseil universel. Vous connaissez la version générique qui dit « Je donne librement de mon âme à toutes les âmes existantes. Prenez ce dont vous avez besoin, je suis présent. » Ça, c'est un souhait qui veut amener toutes les âmes, et ça, ce n'est pas seulement les hommes, les animaux, les plantes, mais aussi les minéraux, tous les éléments de l'univers, à un état d'harmonie dans lequel le développement de chaque élément, ce développement harmonieux devient possible. Développement harmonieux, ça veut dire sans aucune entrave, ni par des règlements gouvernementaux, ni par des précarités créées artificiellement. Donc ça, c'était un peu pour aussi dire que toutes les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent dans la même direction que la Fondation Keshe. Et c'est, si on a frôlé quelques-unes avant comme moi, où on rencontre d'autres, ça arrive même maintenant que ces écoles, différentes écoles, peuvent même se parler entre eux. Donc ça, c'est nouveau et c'est très accueilli avec beaucoup d'applaudissements par Aviram. Ensuite, dans la dernier jeudi, la première partie de son exposé, M. Keshe, il a fait un exposé qui était motivé par une intervention, une demande d'un knowledge seeker qui était très intelligent, je trouvais. Il a demandé à M. Keshe, je ne comprends pas tout à fait pourquoi vous dites toutes les gens qui travaillent pas pour le salut global ou qui travaillent pas pour le salut global ou contre même le salut global, ils vont avoir leur punition et cette punition va être apportée par l'âme. Là, M. Keshe se sentait appelé de clarifier ce point-là et j'ai pris ça avec beaucoup de joie parce que c'était aussi une question qui, pas qu'elle m'inquiétait, mais elle me comme chatouillait. Donc, qu'est-ce qui arrive? Au début, M. Keshe dit que le mode ou l'action punition n'existe nulle part dans l'univers, seulement sur la Terre, et elle existe nulle part sur la Terre dans tous les êtres, sauf chez les humains. Donc, c'est une invention tout à fait, totalement humaine qui n'est pas partagée par aucun être, autre espèce ou âme. De toute façon, on va apprendre que l'âme n'a rien à foutre avec la punition. Donc, ça semble être, ça s'inscrit un peu dans la même catégorie que hiérarchie. Une hiérarchie existe nulle part, sauf dans la tête des humains. Même chose. Donc, ça crée comme une dichotomie, une dualité entre l'abus de pouvoir, qui est la punition,
et une compréhension de l'âme qui préclut toute punition parce qu'il n'y a aucun intérêt. Une punition n'a aucun sens. Et ça, on va apprendre pourquoi c'est comme ça. On commence à se rappeler avec on se rappelle aux 3 niveaux sur lesquels nous vivons. On a le plus bas, c'est le niveau de la matière, où vit notre corps. Ensuite, on a le niveau de transition, des fois appelé le niveau d'énergie, où vit notre mental. Et on a le plus profond ou le plus élevé, le niveau fondamental sur lequel vit notre âme. Quand on regarde ces 3 étages, si on veut, de notre existence où on vit simultanément, on voit que la punition a juste un sens s'il y a un libre arbitre. Si tout est mécanique et roule sans aucun degré de liberté, la punition fait aucun sens parce qu'il n'y a pas de cause de punition parce que tout roule. Et si une roue s'échappe parce que le mécanisme est brisé, ce n'est pas réglable par une punition. Si vous avez comme un pneu gonflé, de battre le pneu, ça n'arrange pas tout à fait la chose. Ou si vous roulez sur l'autoroute et une autre voiture vous coupe et ouvrir la fenêtre pour gueuler à ce bonhomme-là, comment il est un enfoiré qu'il ose à faire ça et c'est dangereux et blablabla. Bla, bla. Ça aussi, c'est comme une punition, mais ça motive pas l'autre personne de changer son comportement. Donc, sur le niveau ça prend alors le libre arbitre. Le libre arbitre, il vit seulement sur le niveau mental, c'est-à-dire sur le niveau de transition. Le niveau corporel, notre corps n'a pas de libre arbitre. Notre corps ne peut pas décider aujourd'hui, je ne respire pas. Ou non, ce que je vois là, ça ne me plaît pas, je ne veux pas digérer ça. Fais pas. Donc, sur le corps, sur ce niveau-là, ça ne se peut pas. Le niveau de l'âme, ça ne se peut pas non plus, parce que l'âme n'a pas de libre arbitre non plus. Elle vit complètement dévouée à 100% au salut global. Donc, même si elle aurait le libre arbitre, elle ne l'utiliserait pas parce que pourquoi? Ça fait juste que je serais après avoir utilisé le libre arbitre un peu moins heureuse. Pourquoi? Donc, fais pas. La seule zone où on peut trouver le libre arbitre, c'est la transition, le mental. Quand on dit libre arbitre, ça ne veut pas dire, si on regarde ça bien, que le mental est complètement indépendant. Il est lié à l'âme et il est aussi lié au corps. Et ça fait que les actions et les décisions du libre arbitre vont avoir des conséquences. Voilà. Si je regarde les 3 images, les 3 soleils bleus, là, c'est 3 fois la constellation où l'âme, le soleil, le corps avec le mental sont à l'intérieur, à gauche, ils sont à l'intérieur du salut global, ou comme on a appelé ça avant, le principe universel. Quand cette libre arbitre a décidé, je vais poursuivre mon propre chemin personnel, là, il s'éloigne de l'âme, il est un peu à la
borderline du principe universel. Et vous voyez cette interaction, ce lien qu'il a avec son âme, c'est 8. C'est comme un ruban élastique. Donc, il met par son mouvement l'attention sur ce lien avec son âme. Et quand il quitte complètement l'espace, entre guillemets, du principe universel ou du salut global, ça peut faire que la tension sur le ruban élastique est tellement grande, elle rompt, elle casse. Ça fait snap. Et ça, souvent, si ça implique le corps, ça veut dire que c'est le moment qu'on appelle la mort. Dans ce contexte, c'est important de se rendre compte, dans les 3 états différents, le soleil reste toujours à la même place. Donc, la seule entité qui bouge, c'est le mental avec le corps. Donc, ce mental-là, il peut seulement bouger sur le plan matériel. Dans ce contexte, M. Kesh parle souvent que le corps est le leech, c'est comme un sensu sur l'âme. Alors ça, c'est le contexte. Et ça veut dire, et l'âme ne peut pas quitter, bien qu'elle peut aimer le mental et le corps sans limite, elle, par la nature des choses, ne peut pas quitter le domaine du salut global. Donc, c'est toujours le mental qui le fait, la personnalité, l'ego, si on veut. Et quand l'ego poursuit son cheminement égoïste, le plus qu'il s'éloigne de l'âme, le plus il met l'attention sur le ruban élastique. Et là, on peut imaginer le ruban élastique, en fait, c'est comme un tuyau. À travers ce tuyau en caoutchouc passe toute l'énergie pour maintenir le corps en vie, toute l'énergie pour maintenir le mental en vie également. Toutes les idées, les perceptions, tout ça passe dans ce canal-là. Donc, le moment, quand on étire ce lien, le diamètre devient plus petit, c'est-à-dire le tuyau, le tube par lequel traverse, par exemple, l'énergie que nous avons besoin pour maintenir le corps et le mental, elle est de plus en plus restreinte jusqu'à n'est plus suffisant pour maintenir le corps en vie et ça aboutit dans la mort. Ça, c'est une logique qui est importante à comprendre. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai appris quand je suis allé vivre au Québec, on a quelques amis qui sont maîtresses à l'école. Ils ont dit, en discutant avec eux, j'ai appris que les professeurs à l'école ne punissent plus les enfants, mais ils menacent les enfants avec des conséquences. Donc, ça me semblait, c'est juste un autre mot pour le même concept, et évidemment, c'est ça. C'est un autre mot pour le même concept. Donc, si je dis conséquence, ça ne veut pas dire une punition cachée, ça veut juste dire une conséquence comme je viens de l'expliquer. C'est juste un effet qui se produit naturellement, qui est inévitable lorsque le mental se distance de l'âme. Bon, si ce domaine est compris, on a déjà compris la moitié. Deuxième moitié, Monsieur Kesh et Grigory Grabovoy, j'ai trouvé deux magnifiques peintures. Et à gauche de ça, il y a un autre soleil avec le nœud infini des Tibétains. Le nœud infini des Tibétains, ça symbolise l'interconnexion de toutes choses dans l'univers qui est dans nous.
où à l'intérieur de nous ça se trouve, on va apprendre dans la dernière capsule aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est important de retenir que ni M. Kesh, ni Grigory Grabovoy, ni Osho, ni Eckhart Tolle, ni quelqu'un d'autre enseigne vraiment ou donne vraiment des enseignements. C'est plutôt des messagers qui pointent avec leurs doigts toujours au même point, vers le même point, notre âme. Pourquoi? Parce que toutes les connaissances qui peuvent exister sont déjà dans notre âme. Si j'écoute un professeur ou un enseignant, je peux le mal comprendre. Et surtout si je reste en suivant un enseignement sur le plan rationnel mental. Le danger est très grand que je mal comprends parce que ma perception est beaucoup véhiculée par les croyances collectives qui ne sont pas propices à me faire évoluer. Donc, eux sont des messagers qui pointent plutôt ou qui veulent nous amener, qui font vraiment tous dans leur pouvoir de nous amener dans un état où nous sommes redevenus proches à notre âme et par conséquent, on avons accès à toutes les connaissances qui y sont. C'est-à-dire, ils sont aussi, on peut dire, des sages-femmes ou sages-hommes qui vont nous aider à renaître, qui aident actuellement toute l'humanité à renaître. Et ils ont tous le même but, c'est de nous rappeler notre droit de naissance qui est omniscience, omniprésence, omnipotence. Pourquoi? Parce qu'on est identique au Créateur. Le Créateur nous a créés au même moment qu'il s'est créé lui-même, identique à lui-même. Vous vous rappelez? Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que dans ce contexte, si on garde tout ce contexte-là, qu'est-ce qu'il y a un comportement non éthique? Un comportement non éthique, ça veut dire c'est égoïste parce que je m'en vais du salut global et je m'en vais dans une direction particulière, distincte, différente. Je m'isole. Je m'isole de, comme on a vu avant, de mon énergie vitale, mais je m'isole aussi de toutes les connaissances auxquelles j'ai droit pour jouir vraiment de mon omniscience. Et ça, c'était le truc que M. Kesh a exprimé d'une façon très drastique qui me faisait pleurer à ce moment-là. Il disait, c'est comme si l'on était assis sur un fauteuil roulant parce qu'on est paraplégique et que l'on voyait un autre homme courir librement, profitant de sa balade à travers l'univers. Hein? Vous voyez le bonhomme dans la chaise roulante. Et ce quelqu'un dans la chaise roulante, il regarde ses jambes, mais il ne peut pas les bouger. Il ne peut pas faire partie de la danse cosmique parce qu'il est handicapé. Donc, M. Kesh continue, la plus grande punition de l'univers est donc d'être handicapé par rapport à l'amour. Alors, à ce moment-là, on voit quand on se distance du salut global, on se distance de l'amour, et là, on se met dans une situation où on va voir un homme aimer sa femme, et vice-versa. On voit une mère aimer son enfant, et on en est exclu, parce qu'on s'est privé de son pouvoir d'aimer. À ce moment-là, on ne peut pas participer. On a l'amour à l'intérieur, mais il est bloqué. On ne peut pas la partager. On ne peut pas la multiplier. Et l'amour est le seul attribut du Créateur.
et de l'âme. De cette manière, quand on suit un comportement non éthique, on est le seul juge de notre propre conduite. Ça, c'est l'interaction, l'âme avec l'âme de la forme physique qui fait ça, on l'a vu. En résumé, on peut dire, la punition, ça n'existe pas, il n'y a pas de punition. Mais il faut, et là, M. Kesh a ajouté, nous avons tous expérimenté ça. On a, admettons, fait un tour égoïste et il y avait quelqu'un qui en souffrait. Et après, on a peut-être repenti et on a essayé de régler ça avec la personne qui était victime avant de notre comportement non éthique. Mais ça ne peut pas dire que le moment où on a repenti sincèrement, on s'est repenti sincèrement, ça ne veut pas dire qu'à ce moment, tout est oublié. Parce que notre comportement non éthique a fait comme notre âme a changé de position par rapport à l'âme de notre victime. Et celle-ci a changé de position également. Et là, ça prend peut-être un processus qui peut peut-être être long, où les deux âmes doivent, après que le prédateur ou le bourreau a repenti, ça prend quand même que les deux âmes ont trouvé une autre position d'équilibre. Et maintenant, avec le repenti, ça change encore une fois la donne et ça reprend un autre repositionnement. Donc, ça ne veut pas dire que sur le plan matériel, surtout, qu'une fois on a répondu ou on a juste compris qu'on a fait une gaffe, tout est réglé. Non, c'est une bonne idée de communiquer et de parler, d'interagir au moins, ça peut être le niveau de l'âme ou matériel, avec l'autre personne pour expliquer et pour aussi expliquer son cheminement. Parce que ça peut faire que l'autre personne qui était la victime, qui a souffert de notre comportement, on apprend aussi davantage. Donc, ça peut faire que notre communication, notre partage, soi-disant notre multiplication, fait élever les deux âmes au même temps. Et ça, c'est encore mieux. Ensuite, M. Kesh a continué avec le deuxième chapitre sur les starfeeders, les étoiles nourricières. Là, de la dernière session, vous vous rappelez de la formation étoile. On a dit on faisait pour comprendre comment se nourrir des champs plasmiques qui existent partout dans l'univers, qu'ils ont toujours à notre disposition. Comment on peut faire? Il utilise les schémas de la coupe de terre et le schéma de la formation étoile et on fait un schéma que vous voyez à gauche. On a au centre la boule bleue, c'est la coupe de l'âme de l'homme et autour, en bas, ça c'est la formation étoile vue de en haut. En bas, on a le triangle entre trois âmes de la forme physique, les minéraux, les plantes et les peuples horizontaux comme les humains. Là, si on remplace l'âme centrale, c'est-à-dire la boule bleue, on remplace par l'âme de la Terre, on peut se créer des interactions. Si admettons, on a les deux star formations, on a notre âme en communication avec l'âme de la Terre et être réseauté
avec les âmes de la forme physique de tous les royaumes de la Terre, sur le plan matériel évidemment. Là, ça décide notre positionnement, et c'est-à-dire ça nous fait voyager. Dans le même contexte, M. Kesh a expliqué que les liens entre les différentes coupes, c'est-à-dire entre les différentes âmes, sont bidirectionnels. C'est-à-dire l'âme, notre âme, dans cette formation étoile, peut cueillir des informations des différents royaumes qui existent sur la Terre. Ça nous donne aussi, et il peut aussi donner les informations à des royaumes différents. Ça veut dire aussi que ça inclut la possibilité que nous, sur la Terre, on n'est pas pris à prendre à tout prix un corps humain. On peut aussi apparaître avec un corps d'animal, comme une plante ou un minéral. Ça dépend tout à fait qu'est-ce que le salut global aurait besoin en ce moment de nous. Et ça ne fonctionne pas comme une demande, ça fonctionne plutôt comme notre âme communique avec notre mental. Notre âme communique un souhait à notre mental, on a appris ça la dernière fois aussi, et le mental ne reçoit pas ça comme une demande, le mental reçoit ça comme un désir. Pour ça, il peut penser que ce désir vient de son propre intérieur, quand il a oublié que son propre intérieur, son centre, est justement l'âme. Voilà. Et par rapport à ça, M. Kesh dit que l'inertie, vous vous rappelez, c'est la force qui détermine quel matériau ou quel positionnement va être manifesté. L'inertie vient de l'interaction de l'âme à l'intérieur et des champs à l'extérieur. Ça, c'est les champs des âmes, formes physiques. Cela permet la création de la matière en un point donné. Hein? On se rappelle, on peut créer tout ce qu'on voudrait dépendant qu'est-ce qui est possible dans un environnement donné. Et cette règle, si on veut, ou cette loi naturelle, elle nous protège parce que ça ne sert à rien de... je crois que ça s'appelle, oui, c'est comme des organes de respiration des poissons. Ça ne sert à rien de pousser ça quand on veut vivre comme un oiseau, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est pas non plus moral, c'est très naturel, c'est des lois naturelles. Ce que M. Kesh nous apprend depuis quelques semaines, c'est les lois universelles. Si on connaît les lois, le mieux on connaît ces lois universelles, le mieux on est capable de vivre des rayons tout court et de se déplacer où on voudrait et de créer des matériaux comme on voulait. En bas, vous avez l'interaction entre l'âme de l'homme, l'âme de la terre à gauche en haut comme doré et l'âme de la forme physique de la terre vert. Cette interaction entre ces trois est capable de déterminer soit un positionnement dans lequel je veux me projeter, soit une matière que j'aimerais qu'elle se manifeste. Ensuite, il nous a proposé une expérience à faire. On prend deux GANs. On prend deux GANs si j'ai bien compris, de la même matière qu'on souhaite manifester. Un GANs sur le niveau de l'âme de cette matière-là et un autre GANs
sur le niveau de l'âme, de la forme physique du matériau. Donc, ces deux ont la même structure, mais différentes concentrations, c'est-à-dire ils vont être dans une interaction énergétique, plasmique. Et là, on pose entre ces deux vaisseaux avec du GANS physique, c'est une expérience physique. Là, on pose sa main. Et en posant sa main, on peut fermer sa main. On les met entre les deux vaisseaux de GANS et on fait un souhait pour que le matériel dont on a fait le GANS se matérialise à l'intérieur de notre main. Donc, cette expérience comme moitié matérielle, moitié énergétique ou plasmique, elle requiert les coupes d'inertie des matériaux qu'on veut manifester. On ajoute notre désir, notre souhait que cela manifeste ou amène à une manifestation dans l'état matériel. Après, on étend notre main et on voit si ça apparaît ou pas. Si on veut comprendre le même processus sur le plan de l'âme, au niveau de l'âme, c'est notre propre âme qui est capable de créer le champ d'inertie qui auparavant, dans l'exemple en haut, était créé par les GANS. On ajoute la même chose, le souhait pour faire apparaître le matériau et il apparaîtra. Comment l'âme peut créer le champ d'inertie d'un matériel? Parce que l'âme contient toutes les informations sur tous les matériaux qui existent et même chaque matériau ou élément, même avec un nombre infini de possibilités qu'il a, qui ne sont pas encore réalisées. Donc, c'est pour ça que c'est possible. On va après, dans la dernière capsule, on va connaître l'organe, entre guillemets, à l'intérieur de nous qui fait ça. Là, M. Kesh, naturellement, ajoute, ça fonctionne même avec le GANS et la main entre les deux vaisseaux de GANS seulement si notre souhait est aligné avec le salut global. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas aligné avec le salut global, on manque tout simplement l'énergie pour le manifester. On peut très bien se concentrer comme une loupe, mais l'énergie, c'est comme une loupe. On peut avoir une loupe hyper puissante qui fait tout de suite prendre feu, un brin de whatever avec le soleil. Mais quand on n'est pas dans le salut global, il n'y a pas de soleil. Donc, il n'y a aucun rayon qui peut être concentré. Et ça, M. Kesh a dit quelque chose qui m'a fait aussi beaucoup de plaisir. Au même temps, ces expériences-là nous disent deux choses. Un, c'est un test par excellence à chaque politicien avant qu'il est juré de son office. Il doit, on va lui donner comme deux contenants avec l'inertie et l'âme de Gans de l'or. Et on va lui dire, on veut que tu produis de l'or pour ton peuple. Parce que en fait, c'est ça l'essence de ta job maintenant. Et là, il va transpirer peut-être, ou il va trouver, oh, excusez, je dois aller à la toilette et je ne reviens pas. Ou il va être culotté, il va dire, on va voir comment on va les avoir, les petits machins là. Là, il met sa main et
Rien. Il n'y a rien qui apparaît. Alors là, on peut voir, c'est un excellent test pour tester si quelqu'un est vraiment aligné avec le salut global ou le principe universel, c'est-à-dire d'être au service et ne pas se faire servir. Et également, ça s'applique, pas besoin de le mentionner presque, à nous aussi. Si nous répliquons cette expérience, on le fait et ça ne fonctionne pas, ça veut justement dire on n'est pas, soit notre intention n'est pas encore vraiment pure. Et ça, évidemment, il ne faut pas oublier, la pureté de notre intention, c'est également une fonction de la structuration de notre conscience. Donc, ça sert à rien, je dirais, si on est comme normal, on n'est pas trop structuré et on se concentre, non. Pour les 5 prochaines minutes, je vais absolument, je vais juste faire des pensées de l'amour sans condition pour toute l'humanité. Et je vais serrer mes dents pour faire ça. Ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est menti. Parce que je force quelque chose. Je fais semblant. Donc, ça prend que le salut global est intégré en ma conscience. C'est-à-dire, ma conscience ne peut comme pas vouloir autre chose égoïste que le salut global. C'est génial. Donc, c'est aussi un test pour nous, pour jauger où nous sommes rendus. Ensuite, si on peut l'utiliser, se pose la question si on peut utiliser, on peut manifester notre positionnement ou des matériaux, comment, quand je me réveille le matin ou je me déplace à quelque part, quelle forme je vais prendre. Et là, on n'a pas besoin de se casser la tête parce que vu qu'on est déjà dans le principe universel et dans le salut global, on va toujours choisir ce qui fait le plus plaisir à l'autre. Pourquoi? Parce que de toute évidence, c'est ça ce qui fait le plus plaisir à nous. Quand on se rappelle les moments dans notre vie où on était vraiment amoureux de quelqu'un, à ce moment-là, que l'autre nous dit « je t'aime », c'était pas vraiment fort. Mais quand on pouvait faire quelque chose et on voyait que l'autre, ça lui plaît et les yeux brillent de l'autre, ça c'était notre plus grand plaisir. Alors, c'est exactement la même chose d'où à où on s'en va. Donc, on peut apparaître comme une grand-mère joyeuse, comme un chien, comme un très beau, entre guillemets, bonhomme, comme une statue de femme même, comme d'un lion qui laisse ses graines passer par le vent, ou une fleur, ou juste un parfum. Ça peut être tout ce qui existe dans cet environnement peut être. Et ça, quand on a compris ça, c'est le Bouddha qui a dit la même chose. Il a dit, quand vous serez tous un Bouddha en votre propre droit, vous n'allez rien d'autre à faire à aider d'autres êtres dans des millions d'autres mondes simultanément. Et vous allez prendre la forme qui convient à la personne que vous allez aider. Pourquoi? Parce que si vous avez une petite fille et une toute petite fille, toute peut-être gênée, menue, tout ça, et peurée peut-être, et vous voulez l'enlever la peur, vous n'arrivez pas comme un Rambo. Vous arrivez peut-être comme un petit chien.
ou une grand-mère qui lui téléphone. Parce qu'autrement, on ne peut pas vouloir aider quelqu'un et on commence son intervention avec une forme qui évite cette intervention, qui rend cette intervention impossible parce que l'autre s'en va en courant. Et de l'autre côté, si on voit, nous ne sommes pas les premiers qui entendent ça. Bouddha, il a dit ça il y a 2000 ans. Jésus l'a dit dans d'autres mots. Tout le monde l'a dit. Ça veut dire, il y a peut-être parmi nous des choses ou des personnes ou des animaux ou des plantes qui sont en fait des incarnations de quelqu'un d'autre qui veut nous aider. Et ça fait du sens que Grigory Grabovoy dit, par exemple, toutes les perceptions qu'on a du monde, regardez votre monde avec amour et vous allez entendre les voix. Toutes choses du monde nous parlent avec la voix du Créateur pour nous aider. Donc, c'est déjà ça. Peut-être on n'est pas... ça fait aussi un reflet sur notre évolution maintenant. C'est pas qu'on va atteindre un niveau de l'humanité qui est complètement nouveau. Non, on va juste rendre notre perception dans un état que nous, on peut s'apercevoir que c'est déjà comme ça depuis toujours. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, on ne change rien. La seule chose qui se change, c'est juste notre perception. Et ça me rend contente parce que c'est moins de boulot et ça fait beaucoup plus de sens pour moi. Ensuite, la naissance de l'humanité qui est maintenant confirmée par la communauté universelle. C'est M. Kesh qui nous a annoncé ça jeudi passé. La communauté universelle a accepté le 21 mars 2021 comme date de naissance de la nouvelle humanité. Alors, la nouvelle humanité va être Bélier. Environ Bélier. Et ça fait du sens parce que vous allez voir. Et il a élaboré ça. Il a dit, comment se fait cette transition? Pour faire cette transition, M. Kesh dit, ça prend seulement une seule âme parfaite. Et cette âme parfaite, c'est comme l'amant qui donne sans condition au bien-aimé. Vous vous rappelez, amant, bien-aimé? Oui. Et cette une âme parfaite, on peut imaginer ça comme âme Superman, mais probablement c'est plutôt autre chose. Probablement c'est l'âme de l'humanité, une âme qui devient finalement parfaite. Et non seulement M. Kesh et Grigory et Eckhart Tolle et Osho et tout ça, mais chacun de nous est à la fois l'embryon, à la fois la matrice et à la fois la sage-femme qui aide l'accouchement. Donc, cette singulière âme parfaite, ça peut être nous toutes et tous. Vous avez compris que votre âme peut tout faire. Et maintenant, c'est votre travail de vous rapprocher d'elle. Yes, Monsieur Kesh. Ensuite, j'ai beaucoup le goût, dans les enseignements de Hélène Laporte par rapport à
Grigory Grabovoy, elle a publié une concentration universelle. C'est normalement seulement pour ceux qui font les 9 mois, mais je l'ai quand même pris parce que je trouve que c'est en fait la même chose que les dimanches où on spray pour la paix partout dans le monde à midi ou à 6 heures Central European Time. C'est la même chose que les souhaits, c'est la même chose que toute autre technologie pour élever notre âme. Et dans cette concentration universelle, elle a pris une technologie qui s'appelle l'équation du contrôle prévisionnel. On a déjà appris une autre équation, l'équation de la vie sur Terre ou de l'expansion de la conscience, qui s'appelle E égale V fois S. Ça veut dire E, c'est l'énergie, égale le volume fois la vitesse de traitement d'information. Ça, c'est la formule avec laquelle on peut comprendre comment la structuration de notre conscience évolue et aussi comment on peut accélérer ce processus-là. Donc, cette équation qui est un peu plus complexe, c'est une équation. Aussi, elle a 3 composantes que je vais vous expliquer tout de suite. C'est une équation du contrôle prévisionnel. Pour comprendre qu'est-ce que c'est, ça veut dire contrôle prévisionnel, ça veut dire de normaliser le présent par une intervention contrôlante prévisionnelle du futur. Et comment ça, ce paradoxe se résout, on a besoin d'apprendre 2 choses avant. Un, sur le système du temps et le deuxième sur le système des coordonnées. Donc, on commence avec le système du temps. On sait que le Créateur a déjà créé tous les éléments de l'univers dans une seule impulsion d'amour. Tout est déjà là, tout est fait. En même temps, chaque élément qui a été créé avec un nombre infini de possibilités. Ça, on sait aussi. Et la troisième chose qu'on sait, que laquelle possibilité va se manifester ou matérialiser dépend de notre intention que nous donnons. Alors, à l'époque, on a fait comme on avait 5 ou le nombre d'infini de possibilités des flèches grises et notre intention va comme mettre un focus, va mettre de l'énergie sur une flèche. Elle n'est plus grise, elle devient bleue ou rouge ou une couleur vive. Et ça veut dire c'est elle qui se réalise dans le moment. Quand on a tout compris ça, ça veut dire, parce que tout est déjà créé, chaque élément du monde, de l'univers, est créé avec son propre passé, son présent et son futur aussi. Et parce que c'est créé avec ces 3 aspects du temps, ça veut dire, ça rend possible la clairvoyance. Si le futur était exclu de cette ligne, on n'aurait pas possibilité d'être clairvoyant. Ça veut dire, chez nous, dans notre conscience orthodoxe ou conventionnelle, le temps linéaire a les mêmes étapes, passé, présent, futur. Elle est linéaire, c'est-à-dire la croyance collective pense que le passé se devient présent et le présent devient par après le futur. C'est une chaîne chronologique, mécanique qui se poursuit de toute façon sans faute. Mais de voir, dans la conscience conventionnelle, on n'a pas la possibilité
on est dans le moment présent, c'est clair. On peut voir, si on se rappelle, si on a une mémoire, on peut se rappeler du passé d'un événement, mais on n'a pas accès de voir le futur de l'événement. Si par contre, notre conscience sera plus structurée, on serait capable de voir les trois aspects de chaque élément qui est réalisé, manifesté. On peut voir les trois. On voit le passé simultanément, le présent simultanément, le futur. Et c'est exactement ça pourquoi M. Kesh dit « ça va se passer demain ». Parce que lui, il voit ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas qu'il n'a pas de souci pour la vérité ou quelque chose. Non, non, non. C'est juste qu'il est capable de voir les trois aspects de chaque élément. Et nous, on va aussi, après le 21 mars, être peut-être même avant de voir ça aussi. Deuxième système des coordonnées. Normalement, on pense qu'on a juste trois coordonnées, la longitude, la latitude et l'altitude. Comme ça, on définit un positionnement dans un espace donné. Mais il y a aussi trois coordonnées temporelles, ce qu'on vient de parler, le présent, le passé et le futur. Et on a une septième qualification ou coordonnée, c'est notre perception de cet élément-là. Et ça, c'est la seule variable. Toutes les autres 6 données sont fixes. La seule variable, c'est notre perception de l'objet. Si notre perception est limitée, c'est-à-dire dictée par la conscience collective, on va juste voir probablement 1 à 2, peut-être 3 possibilités différentes dans le futur. Le plus notre conscience est structurée et développée, le plus on va être capable de voir un nombre beaucoup plus élevé jusqu'à infini de possibilités à chaque élément. Et ça, c'est une variable parce qu'on peut travailler sur ça. On peut, avec notre mental, notre conscience, mettre plus d'énergie à une possibilité d'information lumineuse, à une possibilité qui est là, dormant, mais pas encore matérialisée, pour la faire matérialiser parce qu'elle est plus à la norme. Dans notre monde actuel, on fait l'observation tout le temps. Un passé qui n'était pas à la norme ne peut pas produire un présent qui est à la norme, et un présent pas à la norme risque fortement de s'écouler dans un futur qui n'est pas à la norme non plus. Et ça va vers le pire, parce que tout est dynamique mais cohérent. C'est-à-dire, ça ne reste pas un peu mauvais pour tout le temps. Non, tout ce qui bouge dans le monde, toute évolution est spiralée et en spirale. La spirale peut monter ou descendre, donc ça devient de mieux en mieux ou de pire en pire. Il n'y a pas de statique là. Donc, de cette façon, on peut dire passé et un présent non mis à la norme vont finir dans une catastrophe dans le futur. C'est logique. Quand on regarde maintenant, même dans notre conscience collective, le passé, le présent et le futur, on observe que dans la conscience collective, on trouve que le passé est très statique. Il n'est pas du tout dynamique, il est figé.
on ne peut pas le changer. Dans notre conscience conventionnelle, on dit ça. Le présent est comme mélangé des deux parce qu'il est déterminé en partie par ce qui s'est passé dans le passé, mais il a une partie ouverture vers le futur. Et ça fait que, si on continue dans cette rail-là, que le futur généralement est considéré à très peu statique et beaucoup dynamique. C'est-à-dire, c'est ça l'endroit ou l'environnement propice à intervenir si on veut changer l'état matériel. Ça peut être positionnement, ça peut être créer de la matière ou changer la matière ou des événements, peu importe. C'est toute la même chose. Les objets sont toujours les mêmes. On apprend la façon générale comment manier ça. Ça veut dire les lois universelles pour avoir un contrôle positif sur l'évolution du tout. Donc, un futur à la norme, quand je trouve, oui, le futur, c'est le plus propice à mon intervention parce qu'il est déjà le moins figé, le moins défini. Et quand je remplis le futur avec ma lumière informationnelle, je donne mon énergie de conscience, ma lumière au futur d'un événement. À ce moment-là, ce futur a plus de lumière. Il va rayonner sa lumière informationnelle ou ses forces de champ, comme M. Kesh les appelle, dans le présent. Et à ce moment-là, je peux matérialiser de l'or ou whatever, de cuivre, du sel, de l'argent, une lettre d'amour. Maintenant, ce petit diapo-là, c'est pour tous ceux qui sont des pros de mathématiques. Parce que quand j'ai expliqué ça à Pasha, elle m'a demandé, mais ce G1 et toutes les parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas la formule, je ne comprends pas l'équation. Donc, je vais essayer d'expliquer l'équation comment je l'ai compris. Dans la formule G1, c'est la normalisation du futur. Le K1I représente la normalisation du présent et le P, c'est le P en kyrillique, c'est-à-dire une lettre russe qui équivaut le P comme papa dans l'alphabet latin. Ça représente l'espace de pensée dont je vais vous parler très rapidement. Si je regarde cette équation-là et je veux la solutionner, quand on a deux parenthèses, ça veut dire les valeurs dans les parenthèses vont se multiplier. Donc, quand j'écris G1 en parenthèse G1, parenthèse fermée, parenthèse fermée, ça devient G1 multiplié par lui-même. Et ça veut dire G1 à la puissance 2. Puissance. Exactement. C'est un gain de puissance qui est exprimé là. Quand je travaille sur la normalisation du futur, je peux avoir un gain de puissance ou d'efficacité du processus de normalisation du futur. Du contrôle prévisionnel. On se rappelle, toute cette équation, elle est là pour nous donner les moyens pour faire un contrôle prévisionnel, c'est-à-dire on contrôle le futur et par ce biais-là, on contrôle le présent. Le égal, c'est égal, c'est égal. Et la deuxième partie de l'équation, c'est le K1I
ouvre parenthèse G1, ouvre parenthèse P, parenthèse fermée. Ça se fait de la même façon. Je multiplie d'abord le G1 avec le P, c'est-à-dire je fais ma normalisation du futur, pas dans n'importe quelle partie de mon mental, mais de la partie du mon mental ou de ma conscience qui s'appelle l'espace de la pensée. Qu'est-ce que c'est? Le prochain diapo va l'expliquer. D'abord, je fais ça. Donc, je m'assure que je fasse la normalisation du futur dans l'espace de pensée. Ensuite, je multiplie ça avec ma normalisation du présent. C'est-à-dire, je fais les deux choses. Je fais la normalisation du futur dans l'espace de pensée et je fais également la normalisation du présent. Et ça donne tellement de pouvoir que la normalisation du futur devient beaucoup plus puissant. En d'autres mots, ça veut dire que la normalisation du futur croît de manière exponentielle si la normalisation du futur se fait dans l'espace divin de la pensée. C'est un espace divin. Ça veut dire que l'espace de pensée fait partie de notre conscience déjà structurée. Et deuxième prémisse est combinée avec la normalisation du présent. Grigory Grabovoy dit par rapport à ça, nous parlons ici du fait que vous pouvez créer une condition spéciale à travers votre conscience qui lui donne la possibilité de changer la matière ou de créer la matière ou de se positionner. Cette formule-là, cette équation, c'est ce que Grigory Grabovoy appelle une technologie. C'est exactement une technologie comme M. Kesh quand il dit je vous donne la technologie, vous posez votre main entre vos deux vaisseaux de Gans, vous apprenez quelque chose et après vous pouvez même le faire sans vaisseau de Gans. C'est aussi une technologie. Donc après, on va apprendre la technologie, comment on l'applique. Et après, à la fin de notre session aujourd'hui, on va la faire ensemble. Avant de faire ça, je vais vous dire qu'il a expérimenté Grigory Grabovoy devant témoins et tout ça. C'est toujours très scientifique ce qu'il fait. Il a mis un livre dans le feu qui était mesuré, qui brûlait à 1000 degrés Celsius et le livre ne brûlait pas. Ça veut dire c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Un miracle s'applique, un miracle n'est pas un miracle par rapport aux lois naturelles. Un miracle, c'est un miracle par rapport à nos conditionnements, par rapport à notre perception. Si le plus profondément on connaît les lois naturelles, comme le contrôle prévisionnel, par exemple, le plus on peut faire des choses comme avoir une bibliothèque qui brûle tout le temps et on peut quand même lire les livres. Ensuite, cette équation du contrôle prévisionnel était standardisée pour l'enseignement des pompiers et des gens qui travaillent dans les organisations de secours russes. Il était à 2 reprises, cette technologie était employée
je ne me rappelle pas la date, mais il y avait un événement où Grigory Grabovoy a dit à ses élèves à Belgrade, à l'université, de travailler avec cette formule sur une comète qui se rapproche de la Terre. Donc, ils ont tous allé sur le site de la NASA pour voir qu'est-ce qui se passe. Et la NASA a un système d'alerte pour ce genre d'événements. Il n'y avait rien. Mais eux, ils ont dit, si Grigory dit quelque chose, ce n'est pas à négliger, donc on va le faire. Ils l'ont fait. Et par après, la NASA a publié, il y avait un corps céleste qui n'était pas détectable beaucoup avant. Pour ça, il n'y avait pas d'alerte. Et il a changé de cours. Il n'était pour ne pas frapper la Terre. S'il aurait frappé la Terre, les conséquences étaient désastreuses pour toute la Terre. Deuxième événement, c'était un meltdown, une fusion accidentelle d'un centre nucléaire à Belgrade, où il est. Alors là, il y avait une panne dans un centre nucléaire. Les étudiants et Grigory se sont mis ensemble tout de suite pour faire marcher cet contrôle prévisionnel et l'accident ne s'est pas produit. Et c'était très, très heureux parce que ce accident aussi, à ce moment-là, le champ gravitationnel magnétique, inertie de la Terre à cet endroit, à Belgrade, aurait créé avec une fusion nucléaire une cheminée antigravitationnelle, on peut dire, ou plasmique, une cheminée plasmique qui aurait évacué l'atmosphère de la Terre. Wow! Merci, Grégory. Donc maintenant, je vais vous expliquer la pratique avant qu'on la fasse ensemble. La pratique expliquée, c'est que j'explique comment on utilise cette technologie, que tout le monde peut l'utiliser chez eux, avec sa famille et ses amis à la maison. Comme exemple, on va prendre une catastrophe assez fréquente. Ça se peut. Une fille joue avec des lunettes. Elle vit dans une maison, dans la forêt, avec ses parents, et la forêt et toute la région a subi une longue période de sécheresse. Donc, la catastrophe Hiram, on ne t'entend plus là. C'est la catastrophe. Oui. Tu vois, il Vous ne faut pas mettre m'entendez le feu à la encore? forêt. Hein. Hein? Il ne faut pas mettre le feu à la forêt, ça arrête tout. Hein. Ah, OK. Alors, la forêt, pour éviter de mettre le feu à la forêt, on va faire cette pratique d'équation du contrôle prévisionnel ensemble. Pour l'expliquer, elle a 4 stades. Dans la première étape, on va imaginer un futur à la norme. Ah oui, quand on était coupé, j'ai dit aussi que dans notre pratique qu'on va faire après, on va prendre comme objet la situation par rapport à la pandémie mondiale. Donc, toutes les magouilles de gouvernement, la non-transparence, l'abus de pouvoir, la mésinformation, tout ce tralala. Et on va le normaliser pour avoir plus de plaisir. Merci. Donc, pour expliquer, on va quand même prendre l'exemple avec la petite fille et le feu de la forêt qui détruit sa maison.
la première étape, on va imaginer un futur à la norme. C'est ça, le G1 dans l'équation. C'est le côté gauche de l'équation et le G1 se trouve aussi dans le côté droit de l'équation. Un futur à la norme par rapport à notre exemple, c'est on voit la maison est complètement intacte que 3 semaines après. La forêt, elle s'épanouit, elle grandit et la petite fille joue encore avec le feu. Peut-être pas. Donc ça, c'est une des possibilités. Une autre possibilité, la maison est agrandie, ou alors toutes les possibilités qui nient ce qui se passait actuellement, qui n'aboutissent pas dans une catastrophe. Toutes ces imaginations, tous ces scénarios imaginaires sont permis. Si je dis imaginaire, ce n'est pas péjoratif. Pourquoi? Parce que nous avons appris que le degré de la réalité de notre imaginaire est exactement égal au degré de la réalité des informations qui viennent par nos yeux pour notre conscience. Vous vous rappelez? Hyper important. Après, deuxième étape, on va normaliser le présent. C'est le cas 1i dans la côté droite de l'équation. Alors là, on peut dire, la fille joue avec l'allumette tombe par terre, mais c'est du béton ou une pierre juste à cet endroit-là, et l'allumette s'éteint et la fille a comme plus envie de jouer avec ça, elle joue autre chose. Ou la fille ne joue pas avec le feu, mais à la poupée. Voilà. Troisième étape, on se conscientise notre espace divin de la pensée à l'infini. C'est le P dans l'équation, dans le droit de l'équation. Ça, on imagine cet espace de pensée, on imagine comme un réseau, comme une nappe qui est un réseau. Au centre de ce réseau se trouve notre tête et exactement la localisation de notre âme. Vous savez, c'est la ligne où les deux lignes se croisent. La ligne entre les yeux vers en bas, en arrière de la tête, et la ligne entre les deux ouvertures des oreilles. Où ces deux lignes se croisent est le siège de notre âme. Et à ce niveau-là commence cette nappe de réseau. Et ce réseau, il est composé de la lumière informationnelle ou le plasma, du plasma de tous les éléments qui existent dans le monde. Donc, tout et tout. Ça, c'est cet organe, et pour ça, c'est divin, parce que c'est seulement appréhensible par la partie structurée de notre conscience, de toute évidence. Donc, on va l'imaginer tantôt dans notre pratique comme ça a l'origine dans notre âme et ça s'expanse vers l'extérieur horizontalement dans toutes les directions, plus en plus loin jusqu'à l'infini, jusque ça englobe les liens que nous avons, ou notre âme a, avec toutes les autres âmes de tous les univers. Quatrième étape de concentration, c'est une concentration sur l'équation au complet. Donc, on ne va pas juste se concentrer, par exemple, quand on fait la normalisation du présent, on se concentre pendant qu'on pense, si on est capable de le faire, sinon pas grave, on imagine les scénarios d'un présent à la norme, c'est-à-dire un présent sans catastrophe, parfait et tout ça.
Et on regarde au même temps la partie K1i dans l'équation. Dans la quatrième étape, on regarde toute l'équation au complet. Les knowledge seekers de Grégory Grabovoy, ils vont regarder au même temps une image du PRK1U qui est un bidule semblable à l'unité d'amélioration universelle de la Fondation Keshe. Peut-être dans une autre émission, je vais vous présenter ça et je vais vous dire comment ils sont pareils. Nous, on va prendre, parce qu'on est plus knowledge seeker de la Fondation Keshe, on va prendre l'unité universelle d'amélioration avec l'équation au complet que vous avez sur l'image en bas. On y va? Alors, qu'est-ce que j'ai la prévieuse? Ouais. Avant de le dire, c'est une bonne idée de laisser les yeux ouverts pendant cette méditation ou concentration parce que je vais vous mettre les choses que vous allez voir au même temps sur l'écran et avec les yeux fermés, c'est peut-être un peu difficile de les voir. Donc, pour commencer, j'aimerais que Joël, tu peux jouer la centration de Hélène? Oui, je ne partage pas l'écran, hein, j'y vais comme ça. OK. Vous me direz si ça ne va pas. Hein. Oui. Je vous invite maintenant à vous centrer et à faire ce qui est juste et bon pour vous détendre. Bâillez. Étirez-vous. Connectez-vous à votre respiration. Sentez l'air qui va et vient dans vos narines et dans vos poumons. Sentez battre votre cœur. Sentez la circulation sanguine dans tout votre corps. Percevez maintenant toutes les parties de votre corps simultanément. Sentez vos pieds, vos jambes, mais aussi votre tronc, votre tête, vos membres supérieurs. Connectez-vous à l'entièreté de votre corps physique. Équilibrez maintenant votre état émotionnel par votre intention.
Et faites de même avec les flux énergétiques qui vous parcourent. Approfondissez encore l'état de confort de votre corps. Merci Joël. On m'entend? Oui, oui. Okay. Maintenant, ressentez la puissance de notre groupe parce qu'on fait cette concentration ensemble. Et connectez-vous à l'importance de notre objectif, qui est la mise à la norme de la situation mondiale en rapport avec la pandémie COVID-19 et les séquelles politiques, économiques et sociales. Nous souhaitons que seule la vérité existe dans ce monde et qu'elle soit connue par tous. La connaissance nous libère. Nous souhaitons que chacun découvre, apprenne et connaisse les lois fondamentales universelles et puisse débuter ou approfondir son cheminement spirituel. Nous souhaitons vivre dans un monde parfaitement à la norme et harmonieux. Vérité, compréhension, harmonie, amour pour tous. Dans la première étape de notre pratique, on va mettre le futur à la norme. G1 dans l'équation. Imaginez comment vous viviez dans un futur parfaitement harmonieux. Quels sont vos sentiments de vivre dans des situations que vous imaginez? Pendant que vous l'imaginez, regardez les G1 à l'écran en même temps. À présent, nous allons mettre le présent à la norme. C'est le K1I dans l'équation. Imaginez maintenant, peut-être qu'il y avait un virus ou pas, mais la situation était traitée autrement. Que nous avons abandonné les rois, les directeurs, les présidents, que le développement spirituel est devenu la priorité de tout le monde, ou autre chose, selon ce que vous vient. Regardez au même temps qu'un I dans l'équation.
Maintenant, on va se concentrer sur notre espace de pensée à l'infini, le P dans l'équation. Visualisez une nappe autour de votre tête, juste au niveau où se trouve votre âme. Vous pouvez imaginer cette nappe informationnelle comme la lumière, comme des lignes, un réseau de lumière qui prend son origine dans votre âme et qui fait expansion lentement dans toutes les directions horizontalement. Elle s'expand vers l'infini. Ce réseau contient toutes les connexions avec tous les éléments du monde. Elle est notre conscience divine. Elle est notre omniscience. Regardez le point P dans l'équation en même temps. Dans la quatrième étape, nous allons nous concentrer sur l'équation au complet. Pendant qu'on juste regarde l'unité universelle et l'équation au complet, on se conscientise que la situation actuelle mondiale n'a jamais existé et n'avait pu jamais exister comme telle. Parce que nous avons changé avec notre contrôle prévisionnel le futur et en aval le présent. Fixez quelques ressentis que vous pouvez avoir et vous pouvez tranquillement quitter cette pratique. Je vous souhaite une magnifique nuit et un joyeux Noël. Merci pour votre attention, votre amour que vous avez envoyé. Et je vous laisse le microphone maintenant pour vos commentaires ou questions. Merci Aviram. Et bonne fête de fin d'année. Merci à tous et bonne fête à tous. Aviram aussi. Merci également à tout le monde. Oui, merci à tous. Joyeux Noël à tous. Bonne fête à tous. Merci Aviram. Merci à tous. Merci Aviram. Bonne fête. Fête à tous. Merci Aviram pour tout ça, c'est super. Merci Aviram. Aviram, bonne fête de Noël. Joyeux Noël et merci encore à tous.
Est-ce que vous avez des commentaires sur ce qu'a dit Aviram et les autres personnes? Est-ce que vous avez des expériences à partager sur le sujet? Je pense qu'on va clôturer comme ça, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Puis se retrouver, je pense, la semaine prochaine, si tout va bien, pour de nouvelles informations de la Keshe Fondation, plus particulièrement ce que va dire encore M. Keshe dans l'évolution de cette magnifique technologie. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Joël, à toi aussi. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Oui, merci beaucoup, Joël, et à toutes De rien. les autres. De rien. À très bientôt. Oui, ciao. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Ouais, ciao, ciao.